Salut à tous, épisode 44 avec l'équipe Lotto Soudal. Alors, euh, ça va être violent. Ça va être violent, il va y avoir de l'affrontement sur les routes du Tour de France parcours 2015. On voit sur cette petite image que je vous ai mise là en intro que Van Aert, Wellens, Benoot et un poil plus tard Mezek, Bourgman sont sur le point d'avoir leur pic de forme. Donc très bien, c'était fait pour. Ensuite, on se heurte à une grosse difficulté. J'avais pensé à Bourgman comme leader sur le Tour de France, et puis j'avais pensé à Mezek comme alternative, mais voilà, j'ai découvert le 1er juillet, alors que j'avais regardé très régulièrement, et notamment la fois d'avant, c'était le 28 juin, j'ai découvert que, tiens, les courbes de fatigue ont totalement explosé. Alors que jusque-là, ça n'était pas le cas. Donc, je suis un petit peu, au moment d'aborder ce Tour de France, j'ai un petit peu en colère parce que à quoi bon se donner du mal à essayer d'ajuster les choses, de calculer, d'essayer de planifier un petit peu de manière un peu poussée, si c'est pour se faire saisir comme ça par des choses qui nous rattrapent, mais qu'on ne sait pas en fait, parce qu'elles ne sont pas exprimées, parce qu'on ne nous dit pas. Moi, j'attendrai un barème, par exemple. J'attendrai qu'on m'explique. Alors voilà, si tu fais 7 jours de stage de préparation à un grand tour, attends-toi à une hausse, par exemple, de la fatigue de, je ne sais pas, 10 points par rapport à si tu n'avais pas fait ce stage, ou vous voyez, quelque chose de ce style-là. Mais je veux bien admettre l'idée qu'il y ait une pénalisation en termes de fatigue, mais à partir du moment où ça remplace une semaine d'entraînement à 100%, qui elle-même déjà engendre de la fatigue, je trouve qu'on est quand même un petit peu dans la double peine. Voilà. Alors, on n'en parle plus, c'est fini, même si ça va beaucoup conditionner la suite. Van Aert est considéré par le jeu comme notre leader, c'est amusant. Évidemment, il ne le sera pas. C'est pas lui le leader sur le Tour de France quand même avec l'équipe qu'on a. Mais n'empêche que c'est lui qui va le mieux performer lors de ce prologue. Il rattrape, c'est anecdotique, le Lotto Jumbo qui est parti devant lui, ok. Mais avant toute chose, voilà, on a Mezek et Van Aert qui vont nous prendre un top 10 tous les deux, alors que Froome va s'imposer. Pierre Latour, bah c'est cool, hein. Moi je vais regarder attentivement. Si en 2020, le mec il tape une deuxième place au prologue, à un prologue éventuel du Tour de France, bon, je sais pas s'il y aura un prologue, hein, partira de Nice, le Tour de France en 2020, mais euh, ok, bah là je dirais chapeau bas, vous avez bien scouté les gars et tout, mais bon, j'ai bien peur qu'il appartienne à la catégorie de coureurs français qui sont un petit peu surévalués et dont le potentiel est un poil, euh, un poil vu, bref, un peu trop haut, quoi. Bref. On prépare notre sprint. Alors là, vous avez vu, c'est une étape, mais plus plate que plate, hein. On prépare notre sprint en essayant, bah, avec les moyens du bord, hein. On n'a pas une équipe de sprinters. On a emmené Degenkolb. Vous savez pourquoi je l'ai emmené? Parce que je voulais qu'il puisse aider sur les pavés à l'étape 4. Je voulais qu'il puisse éventuellement, sur un malentendu, gratter une étape. Et je voulais également qu'il prépare le mieux possible ses prochaines échéances. Et quoi de mieux dans le jeu quand vous voulez préparer vos échéances? Quoi de mieux que des jours de course? Voilà. Le Tour de France en est rempli. Et Degenkolb, il va être dans un fauteuil pour essayer d'aller nous taper Plouet. Ouais, j'aimerais bien gagner à Plouet avec lui, ce serait sympa. Puis je l'enverrai autour du Benelux avant, où il a peut-être un petit quelque chose à jouer, on verra bien. Et si ce n'est pas pour lui, au moins il aidera considérablement. Gaviria s'impose donc au sprint très nettement dans cette deuxième étape.
super, magnifique. On voit que le classement n'est pas des masses significatives, le classement général ne veut pas dire grand chose, si ce n'est quand même qu'on a déjà une certitude, c'est que Froome il est tout en haut et pour le déloger il va falloir s'accrocher. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, une étape vachement sympathique. Même si elle est un peu courte à mon goût, j'aurais aimé qu'elle aille sur les 220-230 bornes là, pour que ça fasse appel à l'endurance de mes coureurs qui sont pour une grande part des coureurs de classique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Arrivé au mur de Huy, avec la côte des Refs auparavant, avec la côte de Cherave. Bref, on se croirait sur la flèche wallonne, c'est super sympa. Bon bah moi, si vous me dites flèche wallonne, quand j'ai Wellens et Tige Benoît dans mon équipe, ben j'ai envie de tenter quelque chose, quoi. Voilà. Et je dirais même à un certain niveau, même s'il manque euh, cruellement d'accélération, mais un Wout van Aert, peut-être un coureur qui va nous lancer Wellens Benoît de la meilleure manière qu'il soit, quoi. Hein. Donc on a vraiment des armes que pas grand monde a là sur ce Tour de France dans le peloton avec ces coureurs-là, donc on est vraiment ultra favori. Et on est Lotto Soudal, il y a une étape du Tour de France en Belgique qui arrive au mur de Huy. J'estime que il faut mettre un point d'honneur à essayer de la gagner. Alors qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée, puisque Quickstep a missionné Julien Alaphilippe pour essayer d'aller jouer un rôle majeur. Vous voyez qu'ils sont en pleine attaque là avec notamment, je crois que c'était avec Teuns et avec par contre Warren Barguil. Voilà. En tout cas, Julien Alaphilippe essaie de s'échapper. Et nous, bah, on va pas s'énerver, mais on va pas le laisser partir non plus. Donc on y va en effort curseur, protégé, un peu comme je fais souvent hein, dans ces situations-là, pour pas réagir violemment et vider la barre, mais plutôt essayer de revenir à notre rythme à nous. Et puis ben, on arrive tout doucement au mur de 8. Et puis je me dis aussi une chose, c'est que en ce début de Tour de France, Tim Wellens s'étant beaucoup sacrifié pour Tige Benoît, notamment lors de l'année 2019, Tim Wellens il mériterait un petit peu d'être emmené par Benoît pour aller s'imposer au mur de Huy. Donc voilà le plan que j'applique. Plan qui, on va pas se faire de mystère, abouti. Voilà. Victoire de Tim Wellens. Tige Benoît va même prendre la deuxième place devant Julien Alaphilippe. On est sur un podium qui ne choquerait absolument pas à la Flèche Wallonne, c'est normal, ou sur une Ardennaise même. Donc voilà, bah écoutez, plutôt pas mal. En plus, au passage, on récupère une étape. C'est toujours ça de prix. Une étape du Tour, c'est prestigieux. Et c'est pour Tim Wellens, bravo à lui. Froome est évidemment toujours le leader. Wellens aura effectué, grâce à la bonification, un maigre rapproché au général, mais on est toujours autant à la masse. Dire, on est mal situé de chez mal situé hein, au général. Nous, hein. Donc, bon, ça ne durera pas. Pourquoi? Parce qu'à l'étape 4, ce sont des pavés qui nous sont servis. Et en tout, il y a beaucoup plus que 5 secteurs pavés. Je crois qu'il y en a presque une dizaine. Mais pour ceux qui vont vraiment avoir une influence, c'est-à-dire dans le final, puisque l'étape en plus fait 200, plus de 220 km, les pavés, les 5 pavés les 5 secteurs pavés pardon de la fin vont avoir un rôle hein, clairement. Donc on va essayer d'en tirer parti. Alors petit clin d'œil, on passe à Namur. On monte à la citadelle et puis après on va redescendre. Petit passage du Tour de France par Namur cette année-là, c'est assez sympathique. On voit que en plus ils ont modélisé des pavés là sur
sur ce versant de la montée vers la citadelle, parce que par exemple dans le Grand Prix de Wallonie, qui arrive à la citadelle de Namur, vous n'avez pas de pavé, ce qui veut dire que ça arrive nécessairement par un autre versant. En tout cas, c'est ce que je suis amené à supposer, parce que je suis déjà allé sur place, je sais qu'il y a des pavés, on a roulé dessus, j'ai roulé dessus, mais je sais aussi qu'il y a une montée sans pavé, donc voilà pourquoi je vous dis ça. Petit détail. Concentrons-nous maintenant sur la course. Degenkolb est missionné pour travailler comme un malade et pour emmener dans sa roue Tish Benoît. Laquelle roue, si elle pouvait profiter aussi un peu à Tim Wellens, parce que je veux profiter du fait que Wellens est plutôt pas trop mal placé au général pour, j'ai pas dit prendre le maillot, mais au moins ne pas trop concéder de temps, voilà en fait, avec lui, pour ne pas l'éliminer définitivement pour ce Tour de France, étant donné en plus qu'on a vu que pour Bourgman et Mézec, c'est plutôt mal barré. C'est plutôt mal barré pour le général. Et puis, avec une étape comme celle-ci, c'est encore moins bien parti. Pourquoi? Parce que je vais sans cesse les faire remonter. Je vais essayer vraiment de sauvegarder ce qui pourra l'être au niveau de leur classement, euh, sans y parvenir réellement. Donc, voyant très bien les difficultés rencontrées par les pauvres Mézec et Bourgman, je me retrouve là au sein même, pendant même cette étape, à devoir faire un choix, très clair. Ok, ça va être Tish Benoît. Ça va être Tish Benoît et Tim Wellens qui vont avoir notre priorité, parce que sinon je peux aussi faire une croix sur l'étape, une croix sur le gain éventuel de temps au général, et mettre un Benoît en protection sur Bourgman, que sais-je, et un Van Aert sur Mézec. Mais pour quel gain à l'arrivée? Pour que tout le monde ait 3 ou 4 minutes dans la musette, c'est ça? Ça me paraît pas super pertinent. Je préfère encore essayer de tenter la chance avec Tige Benoît, dont on voit que là il est calé dans la roue de Wout Van Aert. Attention à Sagan qui attaque. Sagan est un Bahreïn Merida, il ne faut pas l'oublier. Il avait encore 3 équipiers avec lui à ce stade. Et puis il produit une de ces accélérations dont il a le secret sur les courses, notamment par exemple à Paris-Roubaix, où il est très 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 dur à prendre par moment sur le final avec certains types de coureurs. On va pas s'énerver, parce que Sagan est à mon sens parti peut-être un petit peu loin de l'arrivée. Il est parti seul, un petit peu trop loin, alors qu'on voit que Christopher Froome, lui, les étapes de pavé, là en 2020, il les gère super bien, quoi. Il est dans le groupe de poursuivants de ceux qui vont se destiner à gagner l'étape, voilà, tout simplement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être s'est-il préparé. Et peut-être a-t-il de très bons équipiers, c'est même pas peut-être, c'est certain. Toujours est-il qu'à un moment donné, je suis obligé d'agir avec Tige Benoît. Van Aert a donné tout ce qu'il pouvait, mais je décide de tenter de rattraper Peter Sagan. Voilà qui est chose faite. Et puis, comme on se méfie beaucoup, beaucoup de lui, on va le laisser, on va laisser Tish Benoît pendant au moins quelques temps dans sa roue. D'ailleurs, on a bien fait, parce que il a pas tardé à attaquer pour essayer de distancer notre superstar Benoît. Ah, retour de Greg Van Avermaet. Attention, ouais, mais moi c'est le moment que je choisis pour contre-attaquer et pour essayer d'asseoir un petit peu tout le monde. On voit que Sagan ne réagit pas. Van Avermaet, il était déjà visiblement en difficulté
et il a produit un petit peu son dernier effort pour nous rejoindre. Donc à partir de là, c'était pas un danger particulier. Il va rester calé dans la route Sagan, comme souvent. Et on va voilà, aller chercher cette victoire. Victoire de prestige, victoire qui pourrait peut-être compter au classement général. En tout cas, à ce stade, je ne sais pas ce qui va en être du maillot jaune, mais ce dont je suis certain, c'est que d'une part, Benoît fait un rapproché. Il avait concédé 1 minute sur Froome au prologue. C'est dramatique. 1 minute sur un prologue. Il avait vraiment pris cher. Hein. Il avait pris cher à l'étape 1. Bref. L'idée étant que Froome a très bien résisté, donc je ne sais pas en fait exactement à ce stade-là ce que ça va donner par rapport au classement général. On va voir ça tout de suite. Donc Tige Benoît victorieux et qui prend le maillot. Tiens, c'est une bonne nouvelle avec environ 1 minute d'avance sur Chris Froome. On voit que par exemple un Quintana est déjà à 2,46. On voit qu'un Nibali ou Pinot, etc., des coureurs comme ceux-là commencent à avoir un peu pris cher. Et puis après, au-delà de 9-10 minutes, c'est les gens qui ont déjà perdu le tour. Voilà. Aussi simple que ça. Justement, un petit point là sur la situation. J'ai extrait des tableaux de classement, tous ceux qui pouvaient me paraître avoir un éventuel rôle à jouer. On voit que, ouais, ce qui se profile, un Kelderman, honnêtement, je ne le crains pas en montagne, hein, quoi. Isaac Hiré, éventuellement, mais même à la Philippe, on craint pas. Vous voyez, il y a plein de gens qu'on peut un petit peu éliminer, et puis on arrive tout de suite à une conclusion très simple, c'est que il y a Froome déjà, il y a Froome, il y a Quintana quand même pas si loin que ça, et puis nous, on a Tish Benoît, on a Timo Wellens qui peuvent sur des bons jours rivaliser en montagne, hein. Ils peuvent, mais c'est pas non plus leur terrain de chasse, je dirais favori. Par contre, la bonne nouvelle dans ce Tour de France, c'est que hormis le contre-la-montre par équipe qu'on traitera tout à l'heure vers la fin de l'épisode, à l'étape 9, c'est terminé les contre-la-montre. Hein. Il n'y aura pas de contre-la-montre individuel. Hein. Donc, moi je me dis, allez, c'est peut-être déjà une bonne chose, puisque on sait déjà que sur un contre-la-montre individuel, Tige Benoît face à Christopher Froome, il prend 2 minutes minimum, quoi. Enfin, ça dépend du parcours, mais il prend quoi. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc bon, petite étape 5, là, on n'est pas sur quelque chose de palpitant, faut être très honnête. Les étapes de plat, là, certaines, là, au début du Tour de France, il y en a qui honnêtement ne revêtent pas un intérêt particulier, quoi. C'est vraiment des étapes pour les équipes de sprinters, voilà. Sûrement que l'organisation du Tour de France doit avoir peur d'être désertée par certaines équipes de sprinters et ils veulent être sûrs de pouvoir réunir le plus joli plateau représentatif du cyclisme mondial. Puis ça peut peut-être expliquer le nombre d'étapes comme celle-là où vous êtes devant votre télé et puis vous vous endormez et puis si vous avez de la chance, vous vous réveillez juste avant le sprint, quoi. Bon bref, on a vu que John Degenkolb, c'était toujours pas pour lui, hein. C'est Gaviria, hein. Gaviria, c'est le meilleur. Je peux le dire là, sur l'année 2020 dans la partie. Gaviria est le meilleur sprinter au monde. Même si Groenewegen n'est pas ridicule, même Viviani est bon. Bon, il y en a quelques-uns qui sont pas mal du tout, mais le meilleur, c'est Gaviria. Voilà. Surtout qu'il a une équipe, Quick-Step, qui bosse super bien pour lui. Il bosse, mais vraiment sur les fins d'étape là,
Ils mettent un rythme énorme. Voilà, donc Gaviria, champion des sprinters. Étape 6, par contre, j'avais demandé à John Degenkolb de s'échapper, je me suis dit, allez, sait-on jamais, peut-être avec du retard au général, bah en fait, non, non. Le peloton a roulé, les échappés sont fait reprendre, bref, on va aborder la fin, mais attention, la fin de cette étape n'est absolument pas ennuyeuse, plate et réservée aux sprinters, comme l'a été la précédente et comme le sera la 7e, c'est-à-dire la suivante. Hein. Attention, hein. Il y a une arrivée au Havre, et cette arrivée au Havre donne lieu à une très très jolie côte sur laquelle, pourquoi pas, on pourrait envisager d'aller s'imposer. On sait jamais. On sait jamais, on va voir. En tout cas, toujours est-il que nous, on joue le jeu, on essaye d'emmener, alors cette fois-ci, hein, Wellens avec Benoît dans la roue. Pourquoi je fais ça? Bah parce que je me dis, il y a un général, il y a peut-être des bonifs à glaner. Wellens a déjà pris son étape, il est champion de Belgique, il a attrapé quelques classiques, commence à être sympa son petit bilan. On va peut-être essayer de faire gagner Tish Benoît, c'est chose faite. Bon, plutôt satisfaisant. Il va y avoir un petit gain de temps hein, qui va être occasionné par cette victoire. On va le voir très très rapidement avec les podiums. Bon, donc au passage, petite célébration là, j'essaye de célébrer de temps en temps les victoires, mais il y a des fois où honnêtement il vaudrait mieux que je le fasse pas parce que vous avez vu là, ça a failli coûter la victoire. Quoi. Donc après, on va dire ouais, c'est pas grave, c'est Tim Wellens, ok, mais dans l'absolu, faut se méfier quoi. Franchement, c'est assez dangereux de célébrer. On se souvient de certaines scènes rigolotes dans certains épisodes précédents. Alors voilà, bah, une 18. Bah écoutez, on a gagné 10 secondes sur Christopher Froome, ma foi. Que demander de mieux, hein? En plus, à l'étape 7, il va a priori rien se passer. Il devrait rien se passer d'autre qu'une lutte de sprinter. Hein. Donc je rappelle que pour l'instant, le compteur de Gaviria est à 2 victoires déjà dans ce tour. Est-ce qu'il va aller en chercher une 3e? Voilà, c'est ça la question. Donc vous voyez comme les quick step bossent bien là. Ça place. À la limite, on le voit un peu moins sur ce que je vous ai sélectionné, qui est la toute fin de l'étape, mais bon, quand même. Le poisson pilote de Gaviria, oh, c'est un tout petit sprinter de rien du tout. Il s'appelle juste Marcel Kittel. Voilà. Pour vous situer un petit peu le niveau de l'équipe en question. Donc, bon, on n'est pas honteux. Hein. Il y a des Degenkolb qui va aller chercher un top 15. Voilà, je veux dire, c'est pas grave. Degenkolb, c'est un coureur qui n'est pas, surtout depuis sa vilaine blessure, cet horrible accident, ça n'est pas le plus rapide du peloton. C'est par contre quelqu'un qui a une certaine polyvalence. Cette polyvalence m'intéresse, on a vu lors de l'étape 4, par exemple, qu'il avait joué un rôle majeur. Parce que s'il ne fait pas tout ce qu'il fait, je dois le faire par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre me manquera dans le final. Donc chaque petit morceau d'énergie offert à l'équipe par Degenkolb est à apprécier. On voit que donc le classement n'a pas changé, c'était ce qui était prévisible. Et l'étape 8, c'est une arrivée, cette fois-ci, à Mur de Bretagne. Ah, décidément, il y a de drôles de ressemblances. Après, attention, hein, c'est pas non plus... Mais on verra, il y aura aussi une arrivée à l'Alpe d'Huez, l'étape 20, là, dans ce tour. Il y a quelques ressemblances,
plutôt rigolote avec le Tour 2018. C'est drôle. Voilà, je vous avoue, j'ai choisi du 2015 pour les 3 tours cette année. C'était pas, voilà, bon, j'avais envie de prendre les parcours 2015 parce que je me souvenais qu'il y avait eu notamment, voilà, un Giro qui avait été mais somptueux. D'ailleurs, on a vu que dans le jeu, il a été plutôt pas mal. Et puis voilà, je voulais rester sur 2015. Bon, bref, on explorera d'autres tours par la suite. C'est ça qui est rigolo quand même, hein. Pouvoir installer des variants. Alors, cette fois-ci, on est toujours sur le même logiciel, hein. Alaphilippe est là. Van Aert emmène Wellens qui va essayer d'emmener Tige Benoît, mais en fait, j'ai un peu trop épuisé tout ce petit monde. Ce qui fait que celui qui va aller cueillir la victoire, c'est Julien Alaphilippe. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Benoît va prendre la 2e place, Wellens la 3e. En fait, on prend les mêmes dans le désordre et on recommence ce qui avait été vu au mur de Huy à l'étape 3. Donc là, par contre, il se passe quelque chose. C'est que déjà Quintana a concédé du temps. Ça, c'est une première nouvelle. Puis en fait, Froome ne franchit que là, hein. Donc Froome a également concédé du temps sur Tige Benoît. Bon, bah c'est toujours, là encore, hein, c'est toujours quelque chose de sympathique. Parce que finalement, notre petit matelas qui était d'une minute, il est en train de grandir un petit peu au fur et à mesure là des étapes, hein, donc plutôt positif tout ça, plutôt positif à la veille d'aborder, donc avec presque 2 minutes d'avance, on va aborder le fameux contre-la-montre par équipe, donc il se passe entre Vannes et Plumelec. Le terrain n'est pas forcément à notre désavantage, hein. Nous on aime bien, hein, le terrain vallonné, hein, même en contre-la-montre par équipe, hein. Donc je vais essayer de performer évidemment, hein. Dans mon fort intérieur, j'espère battre les Sky, mais bon, bref, entre ce qu'on espère et puis ce qui se produit, il y a souvent un monde d'écart. Sky, on voit au temps intermédiaire, est vraiment au taquet. Ils vont dominer le premier passage là. On voit que les quick steps sont pas trop mal aussi, hein. Ils sont pas mal sur contre-la-montre par équipe là. Ils sont pas mal du tout. Ils vont, voilà, hein, occuper une place déjà provisoire assez honorable. Et puis nous, bah, moi j'ai hâte de voir le premier intermédiaire. J'ai hâte de voir ça parce que attention. Alors, ok, 2e. Bon, alors il faut peut-être ne pas hésiter à faire quelque chose. C'est par exemple progressivement faire moins rouler certains de nos coureurs qui sont moins bons en contre-la-montre, et puis peut-être, au fur et à mesure du temps, faire plus du temps, hein, je veux dire, de l'avancée de ce contre-la-montre, hein. Peut-être essayer, voilà, j'ai fait des petites modulations en cours de CLM pour essayer de ne pas trop, si possible, larguer certains de mes coureurs, parce qu'on sait bien que c'est très dommageable quand vous n'avez pas 5 coureurs qui finissent ensemble. Bah, mettons, on a 4 coureurs qui terminent ensemble, et puis le 5e qui arrive un peu détaché, on mange, hein, on mange au niveau du temps, hein. Donc Lotto Soudal gagne ce contre-la-montre par équipe, et j'en suis assez fier, parce que mine de rien, c'est tout sauf du hasard. Tout sauf du hasard, parce que en juin, je leur ai fait faire un stage de contre-la-montre tous ensemble. J'ai sélectionné un Ghana exprès pour booster un petit peu le CLM. J'ai fait venir Mézec aussi pour les mêmes raisons. Bref, c'est pas le fruit du hasard. Après, les formes du jour, oui, c'est le fruit du hasard.
Mais on se retrouve avec 2 minutes sur Froome. On voit que Wellens est en embuscade derrière Froome. Et puis je vous ai isolé tous ceux dont je pense qu'ils peuvent jouer encore un rôle au classement général. Hein. Sinon le rôle, il y en a plein d'autres. Attention Quintana, 5 minutes. Attention à... Bon, vous voyez pour Mézec, 7 minutes, c'est fini. Hein. Attention à Solaire, attention à Nibali. Ouais, quelques coureurs à Bardet, à Pinot, on peut imaginer des remontées peut-être de certains au classement, hein, sans aller chercher la première place, mais remonter top 5, quoi, hein, ou top 3 sur une échappée, bref. Cette fin de tour, alors, on a joué 9 étapes, on a 2 minutes d'avance sur Christopher Froome, mais regardez tout ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est juste monstrueux. Et ça va commencer dès l'étape 10, hein, dès la prochaine. Hein. Là, cette montée vers la Pierre Saint-Martin, elle me fait froid dans le dos. Voilà. Et puis alors, celle juste après, vers le plateau de Beille, oh là 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 là. Surtout qu'en étape 19 et 20, il y a une montée vers la Toussuire, il y a une montée vers l'Alpe d'Huez. Ah, c'est complètement dingue. Hein. Franchement, il est costaud ce tour. Il est vraiment costaud. Donc, on va essayer de faire tout ce qu'on peut. On a vu que j'ai été obligé de faire certains choix qui sont quasiment faits d'eux-mêmes après des pertes de temps considérables, y compris avant même les pavés. Hein. Donc, de Mézec et de Bourgman. Bon, les rôles sont clairement établis. À présent, on va peut-être essayer de faire tout ce qu'on peut pour emmener Tish Benoît à un classement le meilleur possible. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On commencera par l'étape 10 dans l'épisode 45 et on essaiera d'aller le plus loin possible. Bye bye.